Nous allons voir le lien entre application linéaire et somme directe. Donc dans cette section, on se donne deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel E, et on suppose qu'ils sont supplémentaires, c'est-à-dire que G plus H est égal à E, et que G inter H est réduit à 0. Alors, premier résultat important, toute application linéaire petit f qui va de notre espace E vers un autre espace vectoriel f est entièrement déterminée par ces restrictions AG et H. Donc, que signifie entièrement déterminé? Ça signifie que si on se donne une application U qui va de G dans F et une application V qui va de H dans F, qui sont toutes les deux linéaires, eh bien, ces deux fonctions déterminent entièrement la fonction f. Alors on verra dans la démonstration que si x se décompose xg plus xh, alors f de x sera égal à u évalué en xg plus v évalué en xh. Alors il faut peut-être rappeler que quand on suppose que E c'est G somme directe H, les vecteurs de E, on ne peut pas dire qu'ils sont dans G ou dans H, c'est pas une disjonction des cas parce que c'est pas l'union. Les vecteurs de E ils sont somme comme ça, avec une composante, une partie de la somme qui est dans G, et une autre partie qui est dans H. Voilà, donc c'est une première simplification. On peut définir une application linéaire en la définissant seulement sur des espaces supplémentaires. Donc on peut imaginer par exemple dans l'espace, deux espaces supplémentaires c'est une droite et un plan. Donc si sur la droite on prend l'identité et dans le plan on prend une rotation, et bien dans l'espace on obtient une rotation d'axe notre droite. Donc les rotations, ce sera au programme de deuxième année. En première année, on va définir quand même deux applications linéaires particulières, et on aura une définition géométrique, ce sont les projections et les symétries. Donc dans toute la suite, quand on va écrire x égale xg plus xh, on supposera qu'on a décomposé E dans la somme, on a décomposé x appartenant à E dans la somme directe g plus h. Donc xg dans g, xh est dans h, et comme la somme est directe, on sait qu'il y a unicité de cette écriture. Alors on va commencer par les projections. Donc on définit une fonction qu'on appelle P, qui va de E dans E, et qui a donc un vecteur x qui se décompose xg plus xh, associe le vecteur xg, qu'on appelle P de x. Donc c'est une application qui va de E dans E, alors comme xg appartient à G, en fait elle va aussi de E dans G. Alors on appelle ça la projection sur G, parallèlement à H. Donc la composante suivant H n'intervient pas dans la formule finale, mais elle intervenait au début. Donc il faut aussi dire quelque chose par rapport à H. Donc d'après le théorème précédent, c'est-à-dire celui-ci, donc là on a supposé que c'était E à l'arrivée, donc on prend F égale E. L'application P est entièrement déterminée par ces restrictions. Donc en fait on peut dire que sur G c'est la fonction identité, c'est-à-dire x on associe x, et sur H c'est l'application nulle, c'est-à-dire qu'à un vecteur de H on associe le vecteur nul. Alors on peut définir notre projection, à xg plus xh on peut associer xh. Donc cette projection on la note traditionnellement Q, et on l'appelle la projection sur H parallèlement à G, donc là on a échangé G et H dans le nom de la projection. Et donc ces deux projections P et Q, on appelle ça les projections associées à la somme directe, E égale G plus H. Donc on va faire un croquis. Donc là, dans l'espace, j'ai dessiné G comme un plan, et H, c'est une droite qui n'est pas parallèle à ce plan. Donc si on prend un vecteur x quelconque, donc on voit qu'en général il est ni sur G ni sur H, mais il se décompose comme un vecteur xg plus un vecteur xh. Et bien la première projection, donc la projection sur le plan G parallèlement à la droite H, c'est notre vecteur xg, qu'on note P de x, et ensuite le projeté de x sur la droite H parallèlement au plan G, c'est le vecteur xh qu'on note Q de x. Alors ce qu'on peut voir, donc ça ce sera pour la fin de l'année,
c'est que les longueurs des vecteurs n'ont pas l'air d'être conservées. Bon, ça, on en parlera plus tard. Et alors on peut noter par la projection que vous avez vue au lycée, vous avez des projections orthogonales, c'est quand la droite était perpendiculaire. Donc ici on n'a même pas défini ce que c'était orthogonal, donc on peut projeter dans n'importe quelle direction, c'est pour ça qu'il faut projeter la direction. C'est pas du tout une projection orthogonale. Donc ce dessin, il faut toujours l'avoir en tête, il va nous aider à comprendre toutes les formules qu'on va démontrer, on va voir qu'il y en a beaucoup. Et pour ne pas se perdre, il faudra toujours revenir à ce dessin, ou l'avoir dans la tête. Alors, première chose importante, dans le premier chapitre sur les espaces vectoriels, on a appris à montrer que G et H sont supplémentaires par analyse synthèse. Et dans ce cas-là, on montrait que tout vecteur de E avait une unique décomposition, et on calculait cette décomposition, c'est-à-dire qu'on calculait xg et xh en fonction de x, et donc si on a calculé xg, c'est qu'on a calculé p de x. Donc en fait, la preuve par analyse synthèse est une preuve qui fournit la formule pour p de x en fonction de x. Donc on va expliquer ceci avec la somme directe qui dit que les matrices symétriques plus les matrices antisymétriques donnent toutes les matrices carrées d'ordre n. Donc dans l'autre chapitre sur les espaces vectoriels, on a montré que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, c'est l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n, somme directe, l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n. Alors dans la première preuve, on a fait par analyse synthèse, et donc on avait trouvé que n'importe quelle matrice carrée M s'écrit 1 demi de M plus T de M plus 1 demi de M moins T de M, cette matrice étant symétrique, cette matrice étant antisymétrique. Donc si on appelle P l'application qui projette sur les matrices symétriques parallèlement aux matrices antisymétriques, et la projection de M, c'est 1 demi de M plus T de M. Donc là, on voit que la preuve par analyse synthèse a donné la formule pour cette projection. Alors, on va rajouter un deuxième exemple, qui va permettre de retrouver ce qu'on connaissait de la terminale. On prend E égale R carré, donc le plan géométrique habituel. La base canonique de R2, c'est 1, 0 et 0, 1, qu'on appelle E1, E2. On appelle F la droite engendrée par E1, G la droite engendrée par E2. Donc F, c'est l'axe des abscisses, G, c'est l'axe des ordonnées, et donc P, la projection sur l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées. Et bien, si on prend un vecteur quelconque de R2, x de composante xy, on sait que ce vecteur s'écrit x fois E1 plus y fois E2. Ce vecteur est dans G, ce vecteur est dans H, donc par unicité de la décomposition, on a la bonne décomposition. Et donc, la projection de U sur G parallèlement à H, c'est le premier terme, c'est x1. C'est-à-dire que P de xy, c'est x0. Donc là, on a trouvé l'expression analytique de notre application linéaire, qui est la projection. Et donc, on retrouve ce qu'on sait de terminal, qu'on a un vecteur U de vecteur xy qu'on projette parallèlement à l'axe des ordonnées, donc là, c'est une projection orthogonale. L'image de xy, c'est x0. Donc on retrouve bien ce qu'on savait déjà. Alors, donc, on ne va pas faire de géométrie, mais si on s'intéresse aux projections, c'est qu'elles ont énormément de très très bonnes propriétés pour les calculs. Donc les premières sont données dans la proposition 24. Donc première propriété, c'est que P et Q sont des endomorphismes de E. Donc elles vont de E dans E, et elles sont linéaires. Deuxième propriété, P plus Q est égal à l'identité. En particulier, Q, c'est identité moins P. Donc si on connaît les propriétés de P, normalement on retrouve assez facilement celles de Q. Ensuite, ça c'est des propriétés où je vous rappelle, il faut voir la composition des endomorphismes, faire une analogie avec le produit matriciel. Donc quand on compose P avec Q, qu'on fasse P rond Q et Q rond P, ça fait la fonction nulle. Donc là on retrouve que la composition n'est pas intègre, parce qu'on compose des fonctions non nulles et on trouve 0. Et ensuite, deuxième chose très importante, P rond P qu'on avait noté P carré, donc P au carré ça fait P, et Q au carré ça fait Q. Donc quand on va les élever à des puissances,
on va toujours retomber sur l'endomorphisme de départ. Donc ça, ce sera vraiment très important. Ensuite, le noyau et l'image. Donc si on prend x un vecteur de E, x est dans le noyau si et seulement si p de x égale 0. Bon, c'est la définition. Et x est dans l'image de p si et seulement si p de x égale x, c'est-à-dire que x est un point fixe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc G et H, c'était les deux espaces supplémentaires au départ. Donc en fait, ils sont liés à P comme ceci. H, c'est son noyau, et G, c'est son image, donc l'ensemble des points fixes. Et donc dernière chose, le noyau et l'image de P sont en somme directe, et la somme est égale à eux, donc ils sont supplémentaires. Donc on a une nouvelle façon de montrer que des espaces sont supplémentaires. Il faut trouver une projection, et dire que le premier espace c'est son noyau, et que le deuxième espace c'est son image. Alors, on va un petit peu compliquer ces formules. On a dit ici que Q c'était identité moins P. Ensuite, les formules que j'ai données ici pour P, on a les mêmes pour Q, mais il faut échanger G et H, parce que Q est la projection associée. Donc l'image de P c'était G, donc l'image de Q c'est H. Mais on a dit que Q c'était identité moins P, donc on peut aussi dire que H c'est identité moins P. Et donc le noyau de P c'est l'image de l'identité moins P. Alors pareil avec G, donc le noyau de P c'était H, donc le noyau de Q c'est G, mais Q c'est identité moins P. Donc on peut dire que l'image de P c'est le noyau de l'identité moins P. Alors, ce qui est important dans ces formules, c'est qu'on peut transformer un noyau en image, ou réciproquement. Et donc, ce qui va être souvent utile, c'est de transformer une image en un noyau, puisque la notion de noyau est beaucoup plus simple à étudier que la notion d'image. Donc, en résumé, H, on va dire que c'est le noyau de P, et pour G, on va dire que c'est le noyau de l'identité moins P. Comme ça, G et H sont tous les deux définis comme des noyaux. Alors, par contre, il faut faire attention à l'ordre des termes. Donc, on va expliquer la remarque qui suit. Alors, une petite propriété générale, si vous prenez n'importe quelle application linéaire, le noyau de moins f, c'est le noyau de f, et l'image de moins f, c'est l'image de f. Donc ça, c'est des propriétés à connaître, on va en donner la démonstration. Si je prends x dans le noyau de moins f, c'est que moins f de x égale 0. Donc si je multiplie des deux côtés par moins 1, ça fait f de x égale 0, et donc x est dans ker f. Donc là, je viens de montrer que le noyau de moins f est inclus dans le noyau de f. Donc en gros, si je multiplie par moins 1 à l'intérieur, j'ai une inclusion. Bah alors si je recommence ici, le noyau de f, je peux dire que c'est moins f, donc c'est inclus dans ker de moins f. Et donc par double inclusion, ker f est égal à ker de moins f. Pour l'image, si y est dans l'image de moins f, c'est qu'il existe un vecteur t tel que y égale moins f de t. Mais comme f est linéaire, on peut faire rentrer le moins à l'intérieur. Et comme on a un vecteur de e ici, eh bien y est dans l'image de f. Donc on a l'image de moins f qui est incluse dans l'image de f. Et pareil, en réitérant, c'est encore inclus dans l'image de moins f. D'où l'égalité de ces deux espaces vectoriels. Donc, pour l'ensemble G, c'était le noyau d'identité moins P. Si on multiplie par moins 1, ça fait le noyau de P moins id. Pareil pour l'image. Donc a priori, si vous faites une erreur de signe, c'est pas grave, puisque ça donne le même noyau et la même image. Mais, il y a quand même une difficulté. Donc on a dit que Q c'était identité moins P, et Q est une projection. Donc ici vous avez une projection. Par contre, P moins id, ce n'est plus une projection, en effet. Si vous faites P moins id rond P moins id, ça fait P au carré, c'est-à-dire P rond P moins 2P plus id. Mais on a dit ici que P au carré c'est égal à P. Donc vous trouvez identité moins P, qui n'est pas égal à P moins identité. Donc quand vous composez cet endomorphisme avec lui-même, vous ne retrouvez pas lui-même. Or, pour une projection, la propriété 3 disait que P rond P est égal à P. Donc là, on vient de montrer, par contraposé, que P moins id n'est plus une projection.
Donc, ces deux formules sont autorisées, mais il n'y a que pour celle-ci que vous restez dans le paragraphe sur les projections. Alors, deuxième chose, on verra dans l'exercice, des fois on vous dit soit P et Q deux projecteurs de E. Alors quand on vous dit deux projecteurs de E, c'est pas forcément pour la même somme directe. Du coup, si c'est pas pour la même somme directe, on peut pas dire que P plus Q égale id, et on peut pas non plus dire que P rond Q et Q rond P, ça donne 0. Donc il faudra faire attention à ça. Donc, quand ils sont associés à la même somme directe, on dit que ce sont des projecteurs associés. C'est le cas où P plus Q égale l'identité. Et là, j'ai fait une petite erreur de vocabulaire, j'ai appelé ça des projections. Et j'ai utilisé le mot projecteur. On va voir que c'est la même chose, mais pour le moment, on ne le sait pas. Donc ici, il faudrait dire que ce n'est pas une projection. Ici, on prend P et Q, deux projections. Et ici, on dit que c'est vrai si P et Q sont deux projections associées. Alors maintenant, on va définir ce que c'est un projecteur. Donc on prend F, un endomorphisme quelconque, et on dira que c'est un projecteur lorsque F rond F est égal à F. Donc d'après le résultat qui est là, si P est une projection, alors P est un projecteur. Donc maintenant on va voir qu'en fait c'est une équivalence, c'est le théorème 26. Donc on se donne P un endomorphisme de E, et bien on va montrer que P est une projection si et seulement si P est un projecteur. Alors ça c'est vraiment très important, c'est-à-dire que la définition géométrique que j'ai prise au début, qui était là, pour définir P de X, il fallait que j'ai une somme directe, donc que je définisse les espaces vectoriels G, H, que je dise qu'ils sont en somme directe, que je décompose un vecteur X, et enfin que je dise que P de X c'était le premier terme de la somme. C'était quand même assez lourd à manipuler. Et bien tout ça, je vais juste le remplacer par P rond P égale P. C'est quand même beaucoup plus simple. Et en plus, ça permet de faire des calculs. Donc quand vous avez P rond P égale P, vous avez une projection, et donc vous avez toutes ces propriétés à disposition, en particulier la dernière. Donc si P rond P égale P, je peux dire que E égale car P, somme directe, l'image de P. Et que P est la projection sur l'image, parallèlement au noyau. Donc on voit que on a réussi à extrêmement simplifier notre définition. On a remplacé une définition géométrique par ce qu'on appelle une définition algébrique. Alors, on va voir que ça permet de faire certains calculs qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait avec des matrices. Donc pour P un projecteur, on vous dit de calculer identité plus P puissance n. Donc on va faire ça. C'était là. Alors on va utiliser la formule du binôme, donc on vérifie que P identité commute, ce qui est évident. Donc d'après la formule du binôme, on peut développer comme ceci. Ici l'identité composée avec elle-même, ça fait identité. Une fonction composée avec l'identité, ça fait notre fonction. Donc on arrive ici. Et là on utilise qu'on a une projection ou un projecteur. Donc on a P carré égale P. Si on compose par P, ça fait P au cube égale P au carré. Mais P au carré, ça fait P, donc on trouve que P au cube égale P. Et puis vous recommencez, P puissance 4 égale P. Et donc on voit que par récurrence immédiate, on peut montrer que P puissance K est égal à P pour tout entier K non nul. Alors attention, P puissance 0, ce n'est pas égal à P. P puissance 0, ça fait identité. Donc il faut bien que K soit non nul. Donc pour injecter dans la somme ici, il faut que je sorte le terme en K égale 0. Donc ce que je fais là, le terme en K égale 0 est devant, plus la somme des autres termes. Donc ici P puissance 0, ça a donné l'identité. 0 parmi n, ça fait 1, donc on trouve l'identité. Ici dans la somme, P ne dépend pas de K, donc on le met en facteur. Mais comme c'est une fonction, on le met en facteur à droite. Et ici on a un nombre. En fait on a rajouté juste des parenthèses. Ensuite on sait que la somme de 0 à n des K parmi n, ça fait 2 puissance n. Et ici ça commence à 1. Donc on rajoute 0 parmi n dans la somme et on le retranche. Et donc on arrive là, P plus I puissance n, ça fait identité de E, plus 2 puissance n moins 1 fois P. Donc on voit qu'on trouve une formule assez simple. Et donc vous voyez dans ce calcul, on a fait des calculs avec P, un peu comme si le rond était un produit toujours, donc un peu comme si c'était une matrice. Ça ne change pas du tout les règles de calcul.
Alors attention, si vous prenez f un endomorphisme, vous allez souvent être tenté de dire que E c'est KRF somme directe image de f. Alors ce qui est faux en général, on vient de l'écrire au-dessus, mais on avait supposé que f était un projecteur. Mais en général, bien sûr, c'est faux. Et dernière remarque, donc pour être une projection, il faut vérifier P au carré égale P. Donc si vous prenez la fonction nulle et que vous la composez avec elle-même, ça fait la fonction nulle. Donc c'est bien une projection. Et l'identité rond identité, ça fait identité. Donc l'identité est une projection. Donc ce sont deux cas particuliers de projection. Alors comme le vecteur nul on voit toujours sur 0 et comme l'identité laisse toujours x fixe, et bien en fait ils sont associés à la même somme directe, c'est E égale E somme directe 0. Donc la fonction nulle projette sur 0 parallèlement à E, et l'identité projette sur E parallèlement à 0. Voilà. Alors maintenant on va définir ce qu'on appelle une symétrie. Donc on reprend la notation précédente. Donc on a une application qui va de E dans E, et un vecteur x qui se décompose xg plus xh. On associe le vecteur s de x qui est xg moins xh. Donc on a juste changé le signe. Et alors on appelle ça la symétrie par rapport à g parallèlement à h. Alors pour éviter d'apprendre beaucoup de nouvelles formules, on peut essayer d'utiliser les résultats précédents. Donc on se rappelle que xg c'est p de x et que xh c'est q de x. Donc en fait on a s c'est p moins q. Mais ensuite q c'est identité moins p, donc ça fait 2p moins id. Et comme p c'est identité moins q, ça fait aussi identité moins 2q. Donc là dans la démonstration on va utiliser ça. S c'est 2p moins identité. Et donc de certaines propriétés de p, je vais retrouver des propriétés de s. Alors ensuite on peut définir cette symétrie par ses restrictions à g et à h. Donc, si vous êtes sur G, c'est que XH vaut 0. Donc à XG, vous associez XG. Donc la restriction à G, c'est l'identité. Si vous êtes sur H, c'est que ce terme est nul. Et à XH, vous associez moins XH. Donc la restriction à H, c'est moins identité cette fois. Et alors de même, on peut définir la symétrie par rapport à H parallèlement à G. Alors là, ça veut dire qu'au lieu de faire XG moins XH, vous faites XH moins XG, vous avez simplement multiplié par moins 1. Donc en fait, l'autre symétrie par rapport à H parallèlement à G, c'est moins S. Donc elle n'a pas vraiment d'intérêt. Alors on va essayer de voir ça sur un dessin qui est là. Donc j'ai repris le dessin de tout à l'heure où G est un plan, H est une droite, un vecteur X qu'on a décomposé sur le plan et sur la droite. Alors ce qu'on appelle le symétrique de X par rapport à G parallèlement à H, c'est ce vecteur ici, XG moins XH. Donc on voit qu'on a bien une symétrie. On a pris le symétrique de X par rapport au plan. Et ce n'est pas une symétrie perpendiculaire, puisque la direction, on l'a fait selon la droite H. Donc là aussi on peut remarquer pour plus tard que la longueur du vecteur n'est pas conservée si la droite n'est pas orthogonale. Alors, et la symétrie par rapport à la droite parallèlement au plan, c'est moins s de x, donc ce serait le vecteur qui serait là. Alors, les symétries ont aussi des bonnes propriétés. Donc les voici. Une symétrie est un endomorphisme de, c'est-à-dire qu'elle est linéaire. Ensuite, si je compose la symétrie avec elle-même, donc je fais S carré, je trouve l'identité. Alors c'est beaucoup plus simple que pour les projections. Ça c'est quelque chose qu'on a étudié au premier chapitre. Ça veut dire que S est inversible pour la composition et que son inverse c'est elle-même. Donc si un inversible pour la composition, c'est qu'elle est bijective. Et un endomorphisme bijectif, on a appelé ça un automorphisme. Donc en fait les symétries sont des automorphismes. Et la bijection réciproque, d'après cette formule, c'est elle-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une involution. Ensuite, le premier terme de la somme directe, G, c'est le noyau de l'endomorphisme S-id, et on montrera que c'est l'ensemble des points fixes.
Alors ici, une petite erreur, c'est pas G, c'est H. Donc le deuxième terme de la somme directe qui est H, c'est le noyau de S plus id. On montrera que c'est l'ensemble des antipoints fixes. Alors les points fixes, c'est S de x égale x. Les antipoints fixes, c'est S de x égale moins x. Et donc, ça c'était une définition géométrique. On va voir que comme pour les projections, on a une caractérisation algébrique, c'est-à-dire par des calculs. Donc on se donne S un endomorphisme de E. Alors on peut dire que S est une symétrie si et seulement si S carré égale identité. C'est-à-dire que tout ce dessin là, vous le remplacez juste par S rond S égale id, ce qui est une propriété algébrique. Et c'est si et seulement si, donc c'est une équivalence. Donc ça simplifie beaucoup les choses. Donc en particulier, dès que S rond Z égale id, vous avez la proposition 28 qui marche. Donc si vous avez G et H qui sont supplémentaires, donc vous pouvez dire que E, c'est quart de S moins id, somme directe quart de S plus id, et que S est la symétrie par rapport à quart de S moins id, parallèlement à quart de S plus id. Donc ça nous fait une nouvelle méthode pour prouver que deux espaces sont supplémentaires. Donc on va refaire des exemples qu'on a déjà vus. On va remontrer encore une fois que dans l'espace des matrices carrées d'ordre n, les sous-espaces des matrices symétriques et antisymétriques sont supplémentaires. Alors voyons ça. Donc petit rappel du chapitre sur le calcul matriciel, il y a un paragraphe sur la transposition. Et on a vu que si lambda est un nombre et AB sont deux matrices carrées, la transposée de lambda A plus B, c'est lambda fois la trace de A plus la trace de B. Donc ce qui veut dire que la transposition est linéaire. Donc l'application que je note phi qui a A associé sa transposée, elle est linéaire, et ça va de Mn de K dans Mn de K, donc c'est un endomorphisme. Alors de plus, on a vu que pour toute matrice A, la transposée de la transposée de A, ça fait A. Ce qui veut dire que phi au carré, c'est l'identité. Donc d'après notre théorème précédent, on en déduit que phi est une symétrie de Mn de K. Et donc on sait que pour une symétrie, l'espace vectoriel qui est Mn de K ici, c'est le noyau de phi moins id, somme directe, le noyau de phi plus id. Donc il reste à déterminer qui sont ces deux ensembles. Alors si je prends une matrice carrée, elle est dans le noyau de phi moins id. Si et seulement si phi moins id calculé en A, ça fait 0, c'est-à-dire phi de A moins A, ça fait la matrice nulle. Mais phi de A, c'est la transposée. Donc transposée de A égale A, et ça veut dire qu'une matrice, cette matrice A est symétrique. Donc comme c'est des équivalences, on en déduit que le noyau de phi moins id, c'est exactement l'ensemble des matrices symétriques. Avec le même raisonnement, pour le noyau de phi plus id, on va trouver T de A égale moins A, donc on trouve les matrices antisymétriques. Et donc on vient de réexpliquer ce résultat. Les matrices symétriques sont supplémentaires avec les matrices antisymétriques. Dans Mn de K, l'explication c'est que la transposition est une symétrie. Deuxième exemple, on va montrer que dans l'ensemble des fonctions de R dans R, les sous-espaces des fonctions paires et impaires sont supplémentaires. Donc là, on va voir qu'il y a, pour faire cet exemple, il y a des difficultés avec les notations. Donc j'appelle S la fonction. Alors c'est une fonction de fonction, c'est-à-dire c'est une fonction dont les variables sont des fonctions. Donc on appelle ça une application fonctionnelle. Alors c'est possible dans le chapitre sur les espaces vectoriels. Donc je vais de R puissance R dans R puissance R à une fonction f, j'associe notre fonction g, où g, donc c'est une fonction de R dans R, c'est défini par pour tout x, g de x et f de moins x. Donc au niveau des notations, g c'est l'image de f par s, donc g c'est s de f. Donc si on remplace ici g par s de f, ça fait que pour tout x, s de f de x, c'est f de moins x. Donc c'est ça qui est un peu difficile au niveau des notations. On a une double évaluation. On évalue la symétrie en f qui est un vecteur. Ça nous donne une fonction. Et cette fonction, on l'évalue en x. Par contre, vous ne pouvez pas faire s de f de x entre parenthèses, parce qu'f de x est un nombre, et s n'agit pas sur des nombres, ça agit sur des fonctions. Alors on va montrer que s est linéaire. Donc
classiquement, on prend un nombre et deux vecteurs dans l'ensemble de départ, qui sont ici des fonctions, et on calcule S de alpha 1 plus F2. Alors comme c'est une fonction, on l'évalue en x. Donc par définition de S, ça fait alpha F1 plus F2 évalué en moins x. Par définition de la somme de deux fonctions, ça fait alpha F1 de moins x plus F2 de moins x. Mais F1 de moins x, c'est S de F1 de x, et F2 de moins x, c'est S de F2 de x. Et encore une fois, par la définition de la somme de deux fonctions, c'est alpha S de F1 plus S de F2, il faut fermer la parenthèse ici, de x. Et comme c'est vrai pour tout x, on peut enlever les x, on trouve que S de alpha F1 plus F2, c'est alpha S de F1 plus S de F2. Donc c'est linéaire, comme ça va de R puissance R dans R puissance R, on a montré que c'était un endomorphisme. Alors ensuite, pour une fonction f quelconque, pour tout x, s de f de x, donc vous faites deux fois la fonction s, ça fait f de moins x, donc f de x. Comme c'est pour tout x, on enlève les x, on a s de f est égal à f. Comme c'est pour tout f, ça fait que s rond s est égal à l'identité. Donc s est une symétrie. Donc l'espace vectoriel se décompose comme les points fixes, somme directe, les antipoints fixes. Mais pour une fonction f de R dans R, dire que f est un point fixe, c'est S de f égale f. Donc pour tout x, f de moins x égale f de x, c'est que la fonction est paire. De même, le néo de S plus id, c'est les fonctions impaires. Et donc on a bien montré que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires sont des espaces supplémentaires. Et alors, dernière remarque, on avait dit que des projecteurs triviaux, c'était la fonction nulle et l'identité. Pour des symétries, il faut avoir S rond S égale id. Donc identité rond identité, ça fait identité. Donc l'identité est une symétrie. La symétrie associée, c'est moins id. Donc c'est pour cette somme directe. Mais par contre, la fonction nulle n'est pas une symétrie, puisque la fonction nulle composée avec la fonction nulle, ça fait la fonction nulle qui n'est pas l'identité. Donc là, il n'y a que l'identité qui est une symétrie. Et alors, dernière chose que je vous laisse faire en exercice, quel endomorphisme est à la fois une symétrie et une projection? Et bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est id E. C'est le seul qui est à la fois une symétrie et une projection.